L'heure est grave à faire du rébellion. Laurent Gbagbo parle du Kadhafi qui a financé la rébellion en Côte d'Ivoire. Regardons la vidéo, c'est gâté. Philippe, tout ça, bon, on avait des discussions comme ça. Vous savez, la lutte politique, là, c'est pas seulement la recherche du pouvoir. C'est tout ça, ça fait partie du combat politique. Donc, il faut que nous nous fixions des points de repère. Vous les femmes, vous les jeunes, je vous dis ça, il faut avoir un point de repère si on veut rester longtemps dans le combat. Sinon, on peut venir un moment et puis aller. On sort. On sort. On sort plus vite qu'on est entré. Oui. Par exemple, quand nous disons que nous sommes contre le 4e mandat, ça, ce n'est pas un débat. Et puis, on ne dit même pas ça en colère. Mais c'est comme ça que le pays doit être. Si la Constitution est écrite que le président de la République peut faire 2 mandats, mais pourquoi il en fait 4? Pourquoi? C'est tout simplement ça. Or, c'est en se posant de bonnes questions comme ça qu'on reste longtemps dans le combat. C'est pourquoi, chers camarades, je vous demande dès à présent de respecter nos statuts et nos règlements intérieurs. Parce que celui qui aujourd'hui ne respecte pas nos statuts et notre règlement intérieur et les décisions du comité central, demain, il ne sera pas en mesure de respecter la Constitution. Pourquoi il va respecter la Constitution? Il n'a jamais appris à respecter les règles établies. Donc, le parti, c'est une école aussi. Sinon, pourquoi on se retrouve là? Pourquoi on se retrouve? Sinon, chacun peut rester chez lui et puis militer. Dire je suis contre le pouvoir, j'attends que le vote arrive et puis je vais les foutre dehors. Mais si on vient, c'est pour avoir une marche commune. Quand je dis une marche commune, ça veut dire c'est pour avoir un combat commun, des références communes, des règles communes, des projets communs. Et l'un des projets,
qu'on se donne, c'est de respecter les règles qu'on se donne. Et quand ces règles-là sont respectées, ça fait 50% de problèmes en moins dans la gestion. Nous, on a eu des problèmes, de graves problèmes, quand nous étions au pouvoir. On nous a attaqués. Avec des armes. Nos soldats ont dû se battre. Nous avons dû parcourir presque toutes les capitales d'Afrique pour négocier. En même temps, on se battait, en même temps, on négociait, on voulait trouver. Mais pourtant, même dans ces conditions-là, on n'a pas cherché à jeter dehors la Constitution. Parce que c'est dans les conditions difficiles qu'on dit, bon, comme c'est dur là, on va mettre la Constitution un peu de côté pour pouvoir passer. Mais jamais nous ne l'avons fait. Jamais. Les députés étaient à l'Assemblée, ils siégeaient, ils discutaient, nous gouvernions dans les règles de l'art, dans les règles constitutionnelles. Donc, on ne revient pas sur ça parce que nous ne sommes pas pour le 4e mandat et nous n'allons pas changer d'opinion. Mais nous pensons aussi que avoir 1600 prisonniers, comme dit l'autre, c'est un peu beaucoup. Hein. C'est un peu beaucoup. Mais quand j'étais président, si je voulais arrêter des gens qui se mettaient hors la loi, c'est-à-dire des gens qui avaient pris les armes contre la Côte d'Ivoire, on allait avoir combien de prisonniers? Gaïela Kadé. Il a été à la Défense. Il était d'abord directeur de cabinet du ministre de la Défense, puis ministre délégué à la Défense. Si on s'était donné comme règle l'arrestation de ceux qui ont pris les armes, peut-être qu'on allait avoir 5 000, 6 000 prisonniers.
Mais est-ce que c'était bon pour le pays? Parce que plus on allait les arrêter, plus leurs amis allaient prendre les armes, et plus ceux qui les ont envoyés allaient acheter des armes pour donner à d'autres. Moi, je suis allé une fois en Libye pour une réunion de l'Union africaine. Et Kadhafi m'a reçu, on discutait. C'est là qu'il me dit, mais au fond, toi, c'est toi le président de Côte d'Ivoire, non? J'ai dit oui. Il dit, mais quand je t'écoute parler là, je vois qu'on m'a trompé, hein, qu'on m'a induit en erreur. J'ai dit, comment ça? Il dit, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. J'ai dit, mais ma femme qui est dans l'autre salle, avec qui je suis venu là, elle est musulmane. Je parlais de Nadi Bamba. J'ai dit, mais elle est musulmane. Il dit, ah, mais les gens m'ont menti. J'ai dit, qui t'a menti? Il dit, les gens de chez vous là. Quand ils m'ont dit que tu n'aimes pas les musulmans, que tu leur interdis même de porter leur boubou. Donc ils sont venus me demander l'argent, je leur ai donné. Et je leur ai donné des armes. Alors il dit, bon, écoute, c'est comme ça que nos relations ont commencé. Il dit, demain, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, je serai en Côte d'Ivoire. Il dit, viens avec moi à Bamako. Parce que on va faire une réunion à Bamako. La Libye y sera, mais viens, je vais aller leur parler. Parce qu'ils sont là-bas. Donc j'ai compris que c'était les chefs d'État de la sous-région, que c'était les chefs d'État de la sous-région qui avaient parlé. On est parti. Mais il leur a parlé, hein. Il a parlé bête. Il a parlé bête. Il dit, vous venez mentir. Quand vous cherchez l'argent, au lieu de me demander l'argent, je vais vous donner. Vous venez dire, oui, un tel, il n'aime pas les musulmans, un tel. Voilà, Gbagbo. Sa femme, là, elle est musulmane. Les gens ne savaient plus où regarder. Ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça. Et je voyais bien quels sont ceux qui avaient parlé. Je voyais bien. J'en voyais au moins deux. C'est comme ça que j'ai ouvert une ambassade au Tchad. Parce que les armes venaient de Libye jusqu'au Tchad. Et de là, on les transportait au Niger. Et du Niger à Ouagadougou.
où il y avait la base des rebelles. Donc, j'ai vu Idriss Déby Itno, appelé le maréchal du Tchad. Et puis je lui ai expliqué, bon, j'ai ouvert une ambassade qui était chargée de surveiller la route des armes. Qui était chargée de la route des armes. Quelquefois, les armes venaient par le Soudan. Quelquefois, bon. Donc, vous, l'île Pau, je vous demande de travailler. Je vous demande de travailler. L'objectif, c'est de travailler pour la libération des prisonniers d'opinion. Mais en attendant, s'ils sont là-bas, il faut qu'ils mangent. Moi, j'ai connu cette prison-là. Toi aussi, Odette, tu as connu cette prison. Tu étais dans les bâtiments des femmes avec Simone et moi j'étais dans les bâtiments des assimilés. Le bâtiment des assimilés, c'est qu'au temps colonial, il y avait un bâtiment qu'on réservait aux Noirs qui étaient assimilés aux Blancs. C'est-à-dire qu'on estimait que, vu leur niveau, ils méritaient un traitement un peu plus... Voilà. Et donc le mot assimilé est resté à ce bâtiment. Le mot assimilé est resté. Et quand on est dedans, on est au moins, bon, ça va un peu, quoi. Ça va un peu. Moi, j'étais au bâtiment des assimilés, dans une cellule où on était deux. Ça va un peu. Alors que au bâtiment C, à Koun, toi tu peux décrire au bâtiment C, c'était la cata. Au bâtiment B, c'était pas gai, mais c'était mieux qu'au bâtiment C, parce qu'au bâtiment C, il y avait, comment on appelle ça, les blindés. Voilà, l'affaire Kadhafi et le président Laurent Gbagbo. Interpellation et responsabilité politique. Depuis des années, l'actuel président de la République, son Excellence Michel Alassane Ouattara, est accusé dans des débats publics d'avoir été impliqué dans la rébellion armée qui a profondément divisé le pays en deux.
Ces accusations ont traversé les discours politiques, l'opinion publique et les prises de parole les plus officielles. Mais un fait majeur mérite d'être rappelé avec rigueur. Le président Laurent Gbagbo, alors chef de l'État, s'est adressé à toute la nation ivoirienne. Il avait annoncé qu'il viendrait dire la vérité au peuple, qu'il révélerait qui était, selon lui, le véritable père de la rébellion. Le pays entier attendait. Or, lorsque ce moment est arrivé, il n'y a pas eu de révélation claire lors de l'élection présidentielle de l'entre-deux tours en 2010. Pas de poursuite, pas de procédure judiciaire enclenchée. À la place, il y a eu des hésitations, des silences, puis cette déclaration. Je n'ai pas de preuves de l'implication de M. Alassane Ouattara, sinon je l'aurais fait arrêter. Dès lors, une question s'impose avec évidence. Si un homme était réellement le père d'une rébellion armée, s'il avait organisé, financé ou dirigé une insurrection, pourquoi n'a-t-il jamais été arrêté? Pourquoi ou traduit en justice? Alors même que le pouvoir d'État était pleinement exercé par le président Laurent Gbagbo lui-même. Un président de la République ne gouverne pas avec des insinuations. Il gouverne avec des preuves, des institutions et des actes. On ne peut pas, d'un côté, laisser planer une responsabilité historique aussi grave et de l'autre, ne saisit ni la justice nationale ni la justice internationale à partir du moment qu'il y a des implications internationales. Ne pas informer l'Assemblée nationale, ne pas engager la responsabilité pénale de la personne mise en cause. 22 ans plus tard, revenir sur cette question sans éléments nouveaux, sans procédure engagée à l'époque où le pouvoir le permettait. Pas un problème de fond. Est-ce rendre justice au milieu de victimes? Est-ce respecter la mémoire des morts? Ou est-ce se moquer des Ivoiriens en recyclant un débat qui aurait dû être tranché par le droit il y a plus de 20 ans? Le peuple ivoirien ne demande pas des récits tardifs. Il demande des faits, des actes et des responsabilités assumées. L'histoire ne se règle pas par des allusions après coup. Elle serait quand on a le pouvoir d'agir. Je vais vous donner un exemple simple pour que chacun comprenne. Imaginez, vous avez perdu beaucoup d'argent. Votre argent a été volé. Vous cherchez le voleur. Vous dites partout, si je l'attrape, je vais saisir la justice. Je ne laisserai rien passer. Et puis un jour, un chef d'État étranger s'arrête devant vous et vous dit, tu cherches ton argent? Oui, c'est moi qui l'ai pris. Voilà ton argent. Question simple, qu'est-ce que tu fais? Tu alertes la justice, tu informes les institutions, tu engages des poursuites. C'est la logique, c'est la responsabilité, mesdames et messieurs. Maintenant, revenons à la réalité. Il y a eu une rébellion armée, une crise grave, un ministre de l'Intérieur tué, un ancien chef d'État, son épouse et sa famille tués, des milliers d'Ivoiriens innocents morts, des destructions massives, un pays coupé en deux. Et là, quelqu'un assume avoir donné l'argent. Et toi, tu fais quoi? Tu ne saisis pas l'Assemblée nationale, tu n'informes pas le gouvernement, tu ne fais pas d'adresse à la nation, tu ne saisis pas l'ONU, tu ne saisis pas la justice internationale, tu ne fais rien. Pire encore, tu amnisties la rébellion. Et 22 ans plus tard, tu reviens parler de cette affaire comme si rien ne s'était passé. Est-ce que ce n'est pas se moquer des Ivoiriens? Est-ce que ce n'est pas insulter la mémoire des victimes? Quand on a eu le pouvoir, quand on a eu les aveux, quand on n'a rien fait,
on ne peut pas revenir des années après, donner des leçons. Le peuple ivoirien mérite la vérité et le respect, et surtout des responsabilités assumées. Kamara Daouda, dit Parigo, activiste politique ivoirien. Dans une récente sortie de l'ancien président ivoirien Gbagbo Laurent, il nous a parlé de Kadhafi. Et depuis, les RHDP sont dans tous les États. Écoutons-le. Moi, je suis allé une fois en Libye pour une réunion de l'Union africaine. Et Kadhafi m'a reçu, on discutait. C'est là qu'il me dit, mais au fond, toi, c'est toi le président de Côte d'Ivoire. J'ai dit oui. Il dit, mais quand je t'écoute parler là, je vois qu'on m'a trompé, hein, qu'on m'a induit en erreur. J'ai dit, comment ça? Il dit, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. J'ai dit, mais ma femme qui est dans l'autre salle, avec qui je suis venu là, elle est musulmane. Je parlais de Nadi Bamba. J'ai dit, mais elle est musulmane. Il dit, ah, mais les gens m'ont menti. J'ai dit, qui t'a menti? Il dit, les gens de chez vous là. Quand ils m'ont dit que tu n'aimes pas les musulmans, que tu leur interdis même de porter leur boubou. Donc ils sont venus me demander l'argent, je leur ai donné. Et je leur ai donné des armes. Eh oui, depuis les dires de M. Laurent Gbagbo, les RHDP nous disent que c'est qu'il a dédouané Alassane Ouattara de la rébellion. Et que le père de la rébellion, c'est Kadhafi. Vous vous foutez de la gueule de qui? Nous tous, nous savons que Alassane Ouattara finançait la rébellion. C'est Zakaria qui l'a dit. Oui. Mais qui est allé voir Kadhafi? C'était quelqu'un de la rébellion qui travaillait pour Alassane, qui était IB. Il était accompagné d'un certain Sanogo Ousmane Kader qui a combattu avec ces rebelles. En plus, avec un président. Ils étaient accompagnés de l'ancien président du Burkina Faso. Ils sont allés avec des coupures de presse pour dire que Gbagbo Laurent n'aimait pas les musulmans et qu'il ne voulait pas qu'un musulman soit président en Côte d'Ivoire. Et c'est qui avait dit ça? N'est-ce pas que c'est Alassane qui le disait? Vous voulez modifier l'histoire, pourquoi? On va écouter Ousmane Kader en train de nous raconter. Écoutez. Non, c'est pas ce qu'il me fait dire. J'ai été le seul qui a accompagné IB dans le village de Kadhafi. Nous sommes partis avec Blaise, bien entendu, monsieur. C'est Blaise qui a été votre intermédiaire auprès de Kadhafi? Auprès de Kadhafi. Il nous a reçus dans son village et sous un tank. Voilà comment Blaise a présenté la rébellion. Vous êtes parti avec l'avion présidentiel du Burkina, ou comment les choses se sont passées? Non, Kadhafi a envoyé un avion nous chercher. Nous sommes venus, Djibril Bassolé, qui a mes coordonnées, tout, qui a ficelé. Et après, Diendéré nous a reçus et tout, et nous sommes partis. IB n'avait été accompagné que par Diendéré. Et quand nous sommes arrivés, lui, il a récupéré Blaise, nous étions deux. On a dormi ensemble. Kadhafi nous a reçus le lendemain soir. Vous comprenez, c'était autour de 18h. Donc, séance de Nantes, Blaise a présenté la crise ivoirienne. C'était les chrétiens du Sud qui ne voulaient pas qu'un musulman du Nord soit candidat et même être président. Et voilà la crise qui s'est vue en Côte d'Ivoire. Il s'était déjà vu auparavant, bien entendu, lui et Blaise. Mais IB devait prendre la parole, parler, dire ce qu'il peut faire et vraiment il peut renverser Gbagbo. Donc, quand Kadhafi a été sûr de ce que IB avançait, il dit en tout cas, il a épaté. Sanogo Ousmane Kader nous dit qu'ils sont allés voir Kadhafi, IB, Blaise Compaoré et lui, avec des coupures de presse, pour dire que on ne veut pas que de musulmans soient au pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais il y a un politicien qui le disait tout le temps en cette période, et c'était M. Alassane Ouattara qui le disait. IB travaillait pour qui? N'est-ce pas que c'est pour Alassane Ouattara qu'il travaillait?
Quand ils sont allés, Kadhafi a donné de l'argent, 60 milliards pour la rébellion et 2 milliards pour Blaise Compaoré. Blaise Compaoré leur a donné 2 milliards, il a pris les 60 milliards. Il leur a donné des armes. Blaise Compaoré a pris la plupart de ces armes-là pour lui-même armer son armée qui était proche de lui au Burkina. Oui. Après, on a vu Zakaria sortir pour dire que c'est Alassane qui leur envoyait de l'argent. Non. Pourquoi vous voulez modifier l'histoire? C'est-à-dire vous êtes pitoyable à un certain point, le RHDP. Que vous pensez que cette histoire s'est passée il y a 60 ans, 70 ans, on a oublié. Non. Nous tous, on sait ce qui s'est passé. Vous vous êtes plaints. Vous aviez dit qu'on vous détestait. Vous aviez planté le drapeau du Burkina à Congo. Maintenant, pourquoi vous voulez qu'on vous aide à les détester? C'était eux qui vous soutenaient. Je ne vous accuse pas le peuple burkinabé. J'accuse Blaise Compaoré qui est à côté de Alassane actuellement. Parce que Blaise Compaoré sait beaucoup. C'est tout ce qui s'est passé. Donc ne venez pas dire que Gbagbo l'aura dédouané. Non, Kadhafi dit s'est fait tomber par IB et par Blaise Compaoré qui ont menti sur lui. Ça ne veut pas dire que Alassane n'a rien à voir dans cette histoire. Oui, il est le père de la rébellion. Assumé. IB travaillait pour lui. Pourquoi vous voulez changer? Pourquoi vous voulez mentir? Si je vous reviens encore avec de nouvelles informations et de nouvelles preuves. Les RADP, fermez vos gueules. Vous ne pouvez pas changer l'histoire. Je vous fais plein de bisous.